Nani, bonjour à tous, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show et c'est toujours avec le même entrain qu'on a plaisir à vous retrouver ici tous les vendredis à partir de 19 h. L'équipe reste la même et Sonobian que je ne suis pas tout seul puisque autour de cette table, elle m'accompagne qu'il pleuve ou qu'il neige. And she goes by the name of Miss Kay. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Miss Kay, s'il vous plaît, qui a pour l'occasion justement sorti sa crinière d'or, sa crinière qui brille comme le soleil, voilà. Bon, non, aussi quelque part c'est Combé donc. Ouais, Combé. Le coucher de soleil, c'est ça, non, c'est le soleil. Tout court. Oui. Mais le coucher de soleil, c'est quoi? Ah, mon cher ami, va te renseigner. Parce qu'il y a une chez Coco qui m'avait dit que c'était le coucher de soleil. Non, Combé, c'est le soleil. Okay. Combé, c'est le roi soleil. Mais si mon grand Denjoy s'appelle Combé Nyondo, ça signifie non, quoi? Ça c'est pas la même Nyondo, chose. c'est autre chose. Okay. Lui, il y a un N avant. Ok. Tu vois? Très bien, Miss Kay, j'aime beaucoup ton outfit du jour. Merci. Je te trouve très apprêtée. Merci. Il fallait que j'honore les invités qu'on reçoit aujourd'hui, que tu vas d'ailleurs présenter. Bien sûr, puisque on avait déjà reçu Afrocentricity International ici. Et là, ils reviennent parce que justement, on parle de la 10e convention annuelle d'Afrocentricity International. Et nous sommes heureux que le Gabon ait été choisi justement pour cette 10e convention annuelle. Et comme invité, nous recevons déjà Mozan, oui, parce que c'est mon frère, Anomono Sesseng, il s'appelle Eturobam, et le professeur Ama Mazama, qui est prof d'études africaines à l'université de Temples aux États-Unis. Et ensemble, on va discuter de questions qui nous concernent finalement, puisque on parle de renaissance africaine et de retour aux sources. Bienvenue chez vous. Merci. Professeur, merci. Comment vous vous sentez au Gabon? Je pense que ce n'est pas la première fois. Cette année, je pense que ça va être la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Et justement, qu'est-ce qui a changé entre la première fois et la deuxième fois? Parce que j'ai comme l'impression que la première fois, vous êtes arrivé, c'était vite fait, mais là, vous êtes vraiment venu prendre vos marques et finalement vous installer, enfin, pas vous en tant qu'individu, mais Afrocentricity en tant que mouvement. Absolument. La première fois, d'abord, merci de nous recevoir. C'est vous qu'on remercie. Effectivement, je suis venue au mois de novembre pour environ 8 jours. Et ça nous avait tellement séduit parce que le Gabon est un pays dont on ne parle pas. Vous ne faites pas beaucoup de bruit, en tout cas à l'extérieur. Okay. Et donc, comme on devait trouver un site pour notre 10e convention, le Gabon nous a paru particulièrement apte à recevoir cette convention. Donc, à partir dans quelques jours, la délégation va arriver de plusieurs coins du monde, des Caraïbes, des États-Unis, d'Europe. Et donc, pour venir au Gabon, pour parler de choses qui nous concernent. Donc, je suis bien au Gabon. Le Gabon est un de mes pays préférés en Afrique. Ah, waouh, quel honneur! Quel honneur! Très bien. Alors, je vais me retourner vers mon frère Mozan et Tourobam. Est-ce que, en quelques mots, tu peux présenter une fois de plus Afrocentricity International? Je sais que ça a déjà été fait pour en tout cas nos fidèles abonnés, mais c'est toujours bien de rappeler, de marteler même lorsque c'est nécessaire. Bon, la présentation, merci. La présentation exhaustive, je laisse ce privilège-là à la paire Hâte. Juste dire que je suis le vice-chenouti d'Afrocentricity International Gabon. Donc, en novembre, nous avons reçu la paire Hâte ici au Gabon. Et aujourd'hui, ce mois, nous recevons de nouveau la paire Hâte pour la convention, la 10e convention annuelle que l'association organise chaque année. Très bien. Professeur, est-ce que vous pouvez en quelques mots vraiment nous présenter Afrocentricity International et l'émission justement de cette association? Donc, Afrocentricity International est une organisation internationale. Comme son nom le souligne, nous sommes présents sur 5 continents. Même en Australie, nous avons une division là-bas. Notre objectif, nous existons depuis une dizaine d'années, depuis 2000, même plus maintenant, 12 ans. Donc, comme le disait le vice-chenouti, nous organisons une convention annuelle dans un pays différent. L'année dernière, nous étions au Sénégal pour célébrer le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Avant ça, nous étions en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés au Brésil, au Zimbabwe, au Cameroun,
Et l'année prochaine, nous espérons être au Burkina Faso. Parce qu'il s'y passe des choses très intéressantes qui vont dans le sens justement de nos actions. Et notre objectif ultime, c'est la renaissance africaine, qui pour nous passe nécessairement par la création des États-Unis d'Afrique. Donc à ce titre, nous sommes profondément panafricains, mais nous disons aussi que le panafricanisme qui n'est pas orienté ou structuré ou guidé par une idéologie, une philosophie afro-centrée est voué à l'échec. Et donc notre position à nous est très claire. Oui au panafricanisme, bien sûr, oui à l'unité africaine, mais sur des bases philosophiques qui soient clairement africaines. Très bien. Et justement, le thème choisi cette année, c'est l'impératif d'un retour aux sources pour la Renaissance africaine. La Renaissance africaine passe par quoi? Elle passerait par quoi? Moi, j'ai juste une question avant, histoire de bien situer les choses. Est-ce qu'on peut faire... est-ce que vous pouvez essayer de nuancer un peu les termes afrocentrisme et afrocentricité, parce qu'il y a quand même une petite confusion. Oui, bon, le terme afrocentrisme, nous évitons de l'utiliser. Il est en général utilisé par des gens, qui ne comprennent rien à notre démarche et qui essaient de la réduire à une posture idéologique. Vous voyez, donc c'est une certaine façon, quelque part, de nous discréditer, de nous minimiser et de ne pas vraiment traiter de la question de fond que nous posons, à savoir comment est-ce qu'on peut imaginer de reprendre le destin de l'Afrique en main en tant qu'Africain. Quelles sont les conditions, si vous voulez, épistémologiques, épistémiques? Quelles sont nos références? Quels sont nos référents? J'ai souri tout à l'heure parce que vous avez parlé de votre collègue ici et vous avez dit qu'elle est là, qu'il pleuve ou qu'il neige. Vous voyez? Quand est-ce qu'il y a eu de la neige au Gabon? Vous voyez? Donc, c'est ça la question. C'est-à-dire que nous sommes envahis mentalement et notre modèle, quelque part, conscient ou inconscient, c'est toujours l'Occident. Vous voyez? Et donc, l'Occident s'insinue dans nos consciences et fait que nous sommes vraiment en déphasage par rapport à notre réalité. Alors, quand on parle de reprendre cette réalité en main, de changer cette réalité dans un sens qui nous arrange, nous, en tant qu'Africains, mais qu'on est toujours avec... n'est-ce pas, un paradigme étranger, on a énormément de difficultés et ça n'aboutit à rien. Ça aboutit à une impasse supplémentaire, ça aboutit à un découragement supplémentaire. Donc, nous posons une question de fond. Quelles sont les valeurs culturelles africaines? Quels sont nos référents ici, en Afrique, dans cette partie de l'Afrique? C'est pas forcément pareil. C'est vrai, en Afrique du Sud, il y a de la neige. Mais ici, au Gabon, vous voyez? C'est ça la question que l'afrocentricité internationale en particulier, pose. Et ce sont des questions pour nous dont on ne peut pas faire l'économie. Sinon, on va continuer, on va refaire les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant nous. Absolument. Vous voyez? Donc c'est ça. En fait, c'est une posture très simple, mais qui fait peur. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de la ridiculiser un peu. C'est de l'afrocentrisme. Vous êtes une secte. On n'est pas une secte. On est vraiment... C'est une question, un positionnement, comme je dis, épistémique, c'est-à-dire la connaissance. On doit se connaître à travers nous-mêmes et pas par rapport, et pas à travers le regard des autres. Et justement, dans un monde ouvert, où on subit des influences, qu'elles soient endogènes ou exogènes, quelle est justement cette renaissance africaine, ce retour aux sources-là? Comment est-ce qu'il pourrait se matérialiser? Quelle pourrait être la démarche justement pour un retour aux sources? Écoutez, il y a tellement d'aspects. En fait, je dirais qu'il n'y a aucun aspect de notre existence qui n'ait pas été touché. Et vous voyez, je n'utiliserai même pas le mot d'ouvert. En fait, nous sommes assaillis. Vous voyez? C'est pas que nous sommes ouverts et on dit aux autres, venez. Ils nous ont pas demandé notre avis. Ils nous assaillissent parce qu'ils veulent nous imposer leurs normes. Ils veulent s'imposer comme étant universels, comme étant les meilleurs, comme étant les seuls. Or, ce n'est pas du tout le cas. Que ce soit la façon dont vous mangez, ce que vous mangez. On avait une conversation un peu plus tôt avec notre frère.
rien que ce qu'on mange déjà c'est fondamental. Déjà revoir ce que nous mangeons, revoir les noms que nous portons, revoir notre spiritualité, revoir tout en fait. Mais je pense qu'il y aurait déjà le premier endroit où on peut agir, c'est au niveau des institutions scolaires et universitaires. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Déjà, pour expliquer l'importance de l'afrocentricité. Déjà, faire prendre conscience de l'aliénation dans laquelle on vit. Comment on est en exil. On est africain en exil en Afrique. On est africain, on doit se cacher pour être africain en Afrique. Ce n'est pas normal. Et justement, les lieux qui ont été choisis, effectivement, c'est des lieux réservés à une certaine élite, puisque vous allez donner 2 conférences, donc le vendredi 24 mai à l'université Omar Bongo et à l'école normale supérieure. Pourquoi avoir choisi ces lieux dits du savoir plutôt que de véhiculer le message vers la masse pour qu'il y ait beaucoup plus d'impact? Nous avons choisi ces lieux parce que nous pensons que l'un des problèmes fondamentaux de l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas d'élite intellectuelle. Or, les intellectuels ont vocation justement à poser des pistes pour un pays. C'est notre travail. Penser, articuler, proposer des solutions. Donc, nous allons là où ces intellectuels ne sont pas. Nous disons que les systèmes universitaires en Afrique en général produisent des diplômés, mais très peu d'intellectuels. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui pense, pas quelqu'un qui regurgite des choses dont on l'a gavé, sans se poser la question de savoir même est-ce que ça c'est adapté, est-ce que même ça a un sens ici. Vous voyez? Et or, tout est fait pour nous laver le cerveau. Et j'en sais quelque chose, je suis passée par là. Donc c'est tout un processus vraiment de déconstruction et de reconstruction. Mais il faut déjà prendre conscience qu'il faut faire ce travail-là. Donc, c'est pour ça que nous allons dans ces arènes-là, parce que ce sont ces gens-là qui aussi vont former, n'est-ce pas, vont former les futurs intellectuels, on l'espère, africains. Très bien. Alors, moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Vous formez l'élite, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une façon d'amorcer justement cette renaissance africaine et cette formation d'ailleurs pourrait et devrait passer par l'éducation des plus petits? Absolument. Et qu'est-ce que vous mettez en place justement dans ce sens? Ce que nous mettons en place, alors je dois vous dire que nous avons développé notre organisation parce que nous ne sommes pas simplement dans le blablabla, toujours faire le constat, ça va pas, ça fait 50 ans qu'on dit que ça va pas. Et nous, notre organisation est vraiment dans l'action concrète. Donc nous avons développé il y a un peu plus de 2 ans un programme en ligne que nous avons de formation en camitologie. N'est-ce pas? Donc, où nous disons très clairement que notre objectif, c'est de former une élite, une vraie élite intellectuelle africaine. Donc, vraiment ancrée, qui connaît son histoire, etc., etc. Et nous proposons maintenant, nous commençons cette année avec les plus petits. Donc, nous offrons une formation en humanités classiques africaines pour les plus petits. Nous commençons le mois prochain. D'accord. Donc ça, c'est dans un premier temps. Est-ce que vous avez, par hasard, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que vous avez prévu d'élargir un peu le spectre justement de cette formation en prévoyant des partenariats avec les gouvernements pour pouvoir justement insérer un programme de ce genre déjà dans les écoles? Nous ne demandons que ça. D'accord. Maintenant, est-ce que les gouvernements africains sont prêts? C'est là la véritable question. Mais la démarche est déjà entreprise? Absolument. D'accord. Absolument. Il y a au moins 2 pays africains avec lesquels nous sommes en pourparlers. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment que ce programme de formation en camitologie soit adopté par un État d'un pays africain et que ça soit implémenté, si vous voulez, à l'échelle nationale. Ok. Et dans votre démarche globale, le thème de votre convention de cette année ici est quand même assez fort. On parle d'impératif, impératif de retour aux sources. Une obligation. Voilà, c'est une obligation.
Est-ce que, en parlant autour de vous de cette afrocentricité et en parlant justement de cet impératif, parce que le mot est quand même assez fort, est-ce que vous vous heurtez à certaines difficultés? Est-ce que vous avez... Quels sont vos vrais challenges, en fait, pour véhiculer ce message? On véhicule le message. Maintenant, est-ce qu'il est entendu par tous et toutes? Non, parce que nous sommes tellement aliénés. Et l'une des caractéristiques de l'aliénation, c'est qu'elle s'ignore comme telle. Ouais. Donc, on est persuadé. C'est comme quand vous êtes malade physiquement, vous savez que vous êtes malade, vous avez mal quelque part, ça va pas. Mais quand vous êtes malade mentalement, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous fonctionnez et autour de vous, ce sont d'autres malades mentaux. Donc, quelque part, vous êtes tous malades mentaux. Vous vous sentez normal. Oui, vous vous sentez normal. Et c'est vous, maintenant, l'autre personne qui arrive avec un discours différent, qui dit, mais ça ne va pas, il faut remettre ça en question, qui apparaît comme étant, étant étrange et malade. On dit, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Mais pourquoi tu as changé ton nom? Mais pourquoi... voilà, et comme ça. Alors que c'est tout à fait... C'est vous maintenant qui êtes en train de redevenir normal, mais votre normalité devient une anormalité. Et ça, c'est là que le système a été très, très fort. C'est-à-dire de faire accepter quelque chose de profondément anormal et, en étant normal. Et donc, quand on vient et qu'on commence à perturber ça, c'est vrai qu'on vous voit un peu comme un empêcheur, une empêcheuse de tourner en rond. Mais quand on présente des arguments, comme nous allons le faire ce week-end, la justesse de notre position quand même apparaît de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'Africains sur le continent et en dehors qui comprennent. L'afrocentricité n'est pas nouvelle. Je veux dire, c'est une théorie qui est apparue dès l'année 1980 quand même. Donc ça fait un moment qu'on parle. Ça fait un moment qu'on prêche, si vous voulez, la bonne nouvelle de la Renaissance africaine. Nous sommes des militants, nous sommes des... Oui, nous sommes des militants, des missionnaires de l'Afrique. Voilà. Des missionnaires de l'Afrique. Exactement. Justement, ça fera le bridge, le pont, pour parler justement de tout ce qui tourne autour des questions noires, des questions d'afrocentricité, des questions de retour aux sources, justement avec vous, professeur, et Mozan et Touroubam, je vais t'appeler comme ça. Non, justement, pour parler de ces questions-là, parce qu'il y a des personnes qui ignorent justement, ou du moins qui font un certain nombre d'amalgames par rapport aux définitions, etc. Et donc, justement, on est content que vous soyez là justement pour apporter plus... l'éclairage. Exactement. Bon, allez, le Gestor Show, la deuxième partie, c'est juste derrière ça. Vous êtes toujours sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show. Et là, on va entrer de plein pied dans la deuxième partie d'émission. On est toujours avec le professeur Amam Azama et Mozan Touroubam, justement, pour parler des questions d'afrocentricité. Absolument. Alors, professeur... Sans Tata Soso. Alors, professeur, j'aimerais vraiment qu'on commence par la base d'abord, comme dit Wills. Est-ce que vous pourrez nous donner la différence qu'il y a entre kémitisme, afrocentrisme, afrocentricité et panafricanisme? C'est beaucoup de termes, hein? Oui, parce que... c'est pour planter le décor. C'est vraiment pour planter le décor et pour... éviter les confusions, parce que franchement, à la fin, on s'y perd un peu. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, je vais commencer par le panafricanisme en disant déjà qu'il y a une certaine confusion parce que le panafricanisme, quand les gens, et c'est à la mode, et c'est pour ça aussi que cette question est très importante, c'est un terme qui est très confus. Et vous pouvez avoir tant de définitions du panafricanisme que vous avez de personnes qui utilisent ce mot. Donc, je ne suis pas vraiment à même de vous dire ce qu'est le panafricanisme de façon générale, parce qu'il n'y a pas de consensus. Et je pense que c'est un gros problème, justement. Il faudrait vraiment qu'on ait une conversation très sérieuse pour savoir ce que nous entendons, ou est-ce que nous pouvons nous entendre sur une définition du panafricanisme. Vous voyez, il y en a qui en font, qui parlent d'économie, il y en a c'est politique, il y en a c'est culturel, il y en a c'est,
spirituels, il y en a vous avez des panafricanistes qui sont capitalistes, d'autres qui sont marxistes, d'autres qui sont féministes, LGBTQ. Vous avez de tout, c'est une espèce de grande soupe, et puis on se donne quelque part une bonne conscience en disant moi je suis panafricaniste, sans jamais expliquer ce qu'on a en tête. Donc c'est un terme que moi-même j'essaie d'éviter un peu justement, ou alors je le définis comme je l'ai défini précédemment. L'unité africaine sur des bases culturelles africaines. Très bien. Donc, du point de vue afrocentrique, c'est ça pour nous le panafricanisme. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas forcément accepté par d'autres qui utilisent ce terme. Et le kémitisme? Le kémitisme est un mouvement qui est né dans les années 2000. Je pense que le lieu de naissance, vraiment, c'était à Paris. Un moment où il y avait des conférences d'un groupe qui s'appelait Ménébuc, sous la direction d'un frère Bamileke, et qui réunissait donc des Africains venus de partout pour parler justement de la Renaissance africaine et parler de ce qu'il nous fallait faire pour nous remettre sur pied. Et c'est là que ce mouvement kémite, donc qui est né à l'extérieur de l'Afrique, a commencé à émerger. Vous voyez? Et l'une des figures vraiment de proue de ce mouvement, c'est Cheikh Anta Diop. Voilà, donc il y a cette vénération pour Cheikh Anta Diop, que nous partageons, puisque je dis que l'année dernière, nous étions nous-mêmes à Dakar pour célébrer le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Donc, nous reconnaissons toute l'importance de Diop, parce que ce que Diop a fait pour nous en tant qu'Africains, il nous a donné une antiquité. Il nous a donné, parce que, vous voyez, quand vous parlez d'antiquité, le plus souvent, pensez tout de suite à l'antiquité grecque, l'antiquité romaine, mais Diop nous a donné une antiquité. Diop nous a donné des racines. Diop nous a donné une longueur et une profondeur historique que la colonisation nous avait niée. Donc, l'importance de Diop est capitale, fondamentale. On ne peut pas sous-estimer l'importance de Diop. Il nous a proposé une nouvelle historiographie, une nouvelle façon de percevoir l'histoire africaine. Déjà, qu'il y a une histoire africaine qui va au-delà et par-delà, que ce soit l'esclavage ou la colonisation. Et il nous a donné ça. Ça, c'est fondamental. Donc, le kémitisme, n'est-ce pas, est comment dire, mené, si vous voulez, par cet approfondissement des pistes proposées par Diop. Et s'agissant de l'afrocentrisme, de l'afrocentricité. L'afrocentrisme, comme je l'ai expliqué aussi, c'est un terme qui est souvent utilisé par des gens qui créent toutes sortes d'amalgames, n'est-ce pas, pour quelque part un peu ridiculiser ou minimiser dévaloriser l'afrocentricité. Voilà. Okay. Et donc il y a toutes sortes d'amalgames. C'est des gens en général qui n'ont pas vraiment lu les textes sur l'afrocentricité, qui réduisent, par exemple, l'afrocentricité à une question de mélanine, aussi importante que soit cette question. L'afrocentricité n'est pas qu'une question de couleur de peau, c'est fondamentalement votre orientation culturelle définie de façon large, n'est-ce pas? Donc, c'est avant tout, moi, quand je fais mon cours sur le paradigme afrocentrique, on parle de paradigme, justement, une nouvelle vision, une nouvelle façon de se positionner en tant qu'Africain dans le monde. Et l'afrocentricité, c'est quoi? C'est mettre l'Afrique au centre d'elle-même, mettre l'Afrique au centre des Africains, de la vie, de notre vie de tous les jours. Concrètement, comment est-ce que cela se fait? Cela se fait à tous les niveaux. Parce que c'est à tous les niveaux que nous avons été attaqués. C'est à tous les niveaux que nous sommes en difficulté d'africanité, si je peux dire. Notre façon de manger, notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon même de marcher, notre façon de nous habiller, notre façon d'élever nos enfants, nos rapports avec les autres, etc., etc. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. J'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps et
mes amis ivoiriens se lamentaient parce qu'il a commencé à s'ouvrir en Côte d'Ivoire des maisons de retraite. Et vous voyez, culturellement, c'est une abomination pour nous, Africains, d'imaginer que vous allez mettre vos parents âgés et vous allez les abandonner dans une maison de retraite. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire a été pénétrée justement par ce concept de maison de retraite et puis tout ce qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on traite les personnes plus âgées? Quelles sont les relations humaines? Vous voyez? Donc, c'est insidieux. C'est insidieux. Chez moi, en Guadeloupe, c'est pareil. Il y a ce qu'ils appellent des EHPAD. Mais c'est impensable d'aller mettre votre maman, votre papa, les abandonner. C'est impensable. C'est une source de honte. Mais pourtant, ils ont réussi à s'immiscer. Vous voyez? Donc, c'est à tous les niveaux qu'il faut repenser à comment nous vivons, les modalités de notre existence. Alors, tout à l'heure, en première partie, vous avez dit que c'est important pour vous de véhiculer ce message à l'élite parce qu'on a très peu d'intellectuels africains. Mais moi, en tant qu'initié, je sais et je pense que lorsqu'on s'initie à nos rites ancestraux, on a cette éducation-là. On a ce côté afrocentrique, Bien sûr. voilà, afrocentrique, et on a ces valeurs-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire, enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment seulement l'élite ou alors ce serait bien aussi de commencer pour amorcer le processus justement de renaissance africaine, de conseiller ou même d'imposer, j'ai envie de dire, à un certain âge, le retour à nos traditions et nos rites culturels pour pouvoir avoir cette éducation-là et la transmettre par la suite aux enfants. Voilà. Absolument. C'est-à-dire que vous êtes parti sur l'idée que nous n'agissons que dans l'arène intellectuelle. Et ce n'est pas vrai. D'accord. Ce n'est pas vrai. Nous avons, en tant qu'organisation, de nombreux rituels, n'est-ce pas? Nous avons aussi même un livre sacré que nous appelons le livre de gloire. En tant qu'organisation, nous avons 4 axes d'action. Alors, l'axe politique, l'axe intellectuel éducatif, donc c'est à ce niveau que on va intervenir dans des universités, des écoles. Nous sommes aussi une maison d'édition. Nous publions des livres, nous faisons beaucoup de travail de traduction. Moi, j'ai moi-même traduit Marcus Garvey, j'ai traduit Frances Cress Welsing en français, j'ai traduit aussi un livre sur l'afrocentricité en français. AI et maison d'édition, en fait, c'est une de nos principales sources de revenus, vous voyez. Nous avons aussi l'axe spirituel, qui pour nous est le plus important. C'est vraiment le plus important. Et nous avons l'axe économique, qui est aussi fondamental. Et nous avons lancé notre plateforme d'investissement et d'épargne Camit en ligne à Abidjan le 11 mai. Donc l'aspect intellectuel, c'est un des aspects, mais ce n'est pas le seul. Donc je voudrais vous rassurer à ce niveau. L'aspect intellectuel, surtout moi en tant que... universitaire? Non, mais en tant qu'initié, je sais qu'en fait que c'est là que le travail doit se faire. Exactement. C'est fondamental. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes initié que vous n'êtes pas aliéné. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc maintenant, c'est comment on va mettre les deux ensemble. Vous voyez, c'est qu'en tant qu'initié, vous comprenez vraiment ce que vous portez en vous et ce que vous devez dispenser. C'est ça. Et c'est là, on ne peut pas faire l'économie non plus d'une formation intellectuelle quand même. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances quand même qui vont nous permettre de prendre la pleine mesure de ce que c'est qu'un initié ou une initiée. Nous sommes des dignitaires, en fait. Sur nous repose l'âme même, n'est-ce pas, de l'Afrique. Donc, nous sommes parfaitement conscients. Et nous savons que donc, la question spirituelle est fondamentale parce que nous voyons que quand nous avons des conversations avec nos frères et nos sœurs, on peut parler de la question intellectuelle, ils sont d'accord. On peut parler, on va critiquer les programmes scolaires, universitaires, il n'y a pas de problème, ils sont d'accord.
On va parler de la question politique. Il faut qu'on ait quand même accès au pouvoir politique. Ils sont d'accord. On va parler de la question économique. On devrait se soutenir. Ils sont d'accord. Mais quand vous abordez la question spirituelle, je dirais religieuse, ouais. alors là, ça ne va plus. Ouais. Alors, ça ne va plus du tout. Alors justement, par rapport à cet aspect, l'aspect religieux, ce qu'on remarque, c'est que le peuple arabe, par exemple, est connecté à ce que j'appellerais à une station énergétique commune. C'est l'islam, les Européens ont le christianisme et les Asiatiques ont le bouddhisme. L'Afrique, avec tout ce qu'elle a comme croyance, comme religion endogène, sur quelle station les Africains devraient se connecter pour être alignés? Il y a des universels spirituels africains. Il y a un travail à faire à ce niveau-là, justement, pour proposer une religion panafricaine. Et c'est un travail que nous avons commencé à faire. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, une douzaine d'années, j'ai fait avec un collègue une encyclopédie sur la religion africaine, en 2 volumes. Et nous avons décidé, par principe, qu'il n'y aurait absolument rien sur le christianisme ou l'islam en Afrique. Nous avons dit, ça, c'est pas africain, ça ne nous concerne pas. Clairement pas. Donc, il n'y a rien eu, il n'y avait rien non plus sur les rastas ou des choses comme ça, ça ne nous concerne pas. Et nous nous sommes rendus compte, au travers de nos études, de diverses traditions du sud, de l'est, de l'ouest en particulier, qu'il y a au moins un universel, plusieurs, mais c'est la vénération ancestrale. Où que vous soyez Wolof, Bamileke ou Zoulou ou Fan, vous savez que vos ancêtres sont fondamentaux. Et vous savez que vous devez entretenir avec eux une relation dynamique et respectueuse. Parce que vous savez que d'eux dépend votre bien-être. Absolument. Ça, c'est africain. Aucun Africain ne va discuter de ça. Aucun Africain non aliéné. Non aliéné, non, bien sûr. Mais même les aliénés vont l'admettre aussi. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui sont là. L'importance des rituels. Ça aussi, c'est fondamentalement africain. Nous prenons des bains, nous observons la nature. Nous sommes en plein là-dedans. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment au Gabon, parce que vous êtes encore plus là-dedans que dans beaucoup d'autres endroits en Afrique. C'est pour ça que je me sens bien ici. Ça me parle parce que, voilà, c'est ça. Vous voyez? Et donc, il y a des choses. Donc, c'est encore quand on parle de renaissance africaine, on parle de reconstruction. Vous voyez? Nous, dans notre organisation, cette station dont vous parlez, nous l'appelons Mwikadilo Mouya. Nous avons choisi la langue Chiluba. Et ça veut dire devenir humain, devenir sacré. C'est-à-dire redevenir sacré à nous-mêmes. Parce que notre problème, à cause de la colonisation, c'est que nous avons perdu de vue notre sacralité. Et donc, nous pensons que nous devons passer par les espaces sacrés, par les divinités des autres, pour accéder au sacré, pour accéder au divin. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que vous avez des Africains qui vont aller jusqu'à la Mecque, ou d'autres qui vont aller à Lourdes ou à Rome, ou à Jérusalem, ou je ne sais pas où. Parce que, alors qu'ils ont chez eux, qu'il y a les temples il y a tout ce qu'il faut. Mais le premier temple, c'est la nature. Merci. Le premier temple, c'est la nature. Il y a tout ce qu'il nous faut ici. Très bien. On va malheureusement clore cette émission voilà, sur ces mots bienveillants du professeur Amam Azama. Mais avant, Mozart et Tourobam, est-ce qu'aujourd'hui, le travail que vous abattez, est-ce que vous ressentez que le message est bien reçu par votre cible? Oui, le message est reçu. Comme l'avait dit le frère Mieko, lorsqu'on est passé ici. Il y a beaucoup d'écamites, les afrocentrés au niveau du Gabon. Il suffisait juste d'allumer cette flamme-là pour que chacun puisse venir s'éclairer et puis s'abreuver de cette lumière-là. Donc, je veux aussi ajouter pour conclure que l'histoire, la marche de l'histoire est en marche. Et la marche de l'histoire, c'est la convention au niveau du Gabon. La marche de l'histoire, c'est la convention le 24 et le 25. À l'IOB donc, l'histoire nous invite
à aller déjà nous abreuver des lumières de la Père Hâte à Mamazama le 24 et le 25. Et l'histoire aussi, c'est recouvrer notre dignité, notre être et se réconcilier avec nos ancêtres. Exact. Professeur, vous avez 7 caméras. Si vous avez un mot à faire passer à tous nos web spectateurs. D'accord. Écoutez, c'est une invitation à rejoindre Afrocentricité Internationale et à venir certainement à notre convention. Donc une conférence de 2 jours. Le premier jour à l'Université Omar Bongo et le deuxième jour à l'École nationale supérieure. Et puis à rencontrer les membres de la délégation, parce que ce sont des frères et des sœurs qui viennent de loin et qui ont envie justement d'échanger, de dialoguer, et que nous avons convaincu qu'il fallait venir au Gabon. Donc ils seront là, elles seront là, et donc nous allons parler de l'impératif d'un retour aux sources, parce qu'il en va de notre survie. Très bien. Merci. C'était le Gestor Show, épisode 34. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, que les ancêtres vous gardent. Bye bye. Merci. Merci beaucoup.